31 décembre, la nuit donc du 31, euh, en, en voulant parler, il me fallait bien un prétexte, et donc j'ai trouvé de la pensée magique en cette occasion de changement d'année. La pensée magique parce que c'est un peu de l'ordre de ce qui va se passer demain. On va, on va, euh, on va jouer un peu au jeu auquel on est habitué de jouer, le jeu d'échange des vœux, et on va prendre toute une série de résolutions, etc., etc. Donc finalement, ce n'est point la réalité, c'est une sorte d'effet, une sorte d'illusion collective, une sorte de fiction que l'on se joue. On croit dans nos propres fictions. Voici donc, c'est une pensée magique. Une pensée magique dans le sens où elle fait intervenir des éléments qui n'ont pas de prise directe avec le réel. Il y a là la convocation de, de quelque chose qui n'est pas qui, qui ne peut qui n'a pas qui n'est pas concrète. C'est je crée ou je crois ou j'affirme qu'il suffit de se mettre dans une sorte de j'allais dire, il faut être réceptif à ces bonnes ondes. Voici que je deviens réceptif et que finalement, c'est un effet boule de neige. On s'encourage collectivement après avoir déjà. Et finalement, voilà, on passe d'un moment dans lequel on a été dans le solstice d'hiver et on a été dans la naissance supposée du Christ, mais c'est une autre affaire. Mais en tout cas, il y a un consensus, donc c'est la fête de la naissance, la nativité. Voilà une naissance, mais juste après, une semaine après, on fête la mort de l'ancienne année et puis l'avènement de la nouvelle année. Alors vive le roi est mort, vive le roi. C'est ce qu'on affirme là, c'est que il faut très vite, il ne faut pas qu'il y ait du vide, il faut très vite qu'il y ait quelque chose qui soit au sommet et qui puisse occuper la place qui lui est réservée. Une autorité suprême. Donc il ne faut pas que le temps s'arrête. La nouvelle année, l'ancienne année se termine, on bascule immédiatement dans la nouvelle année et on manifeste cela par des cris de joie, comme on pourrait le faire à l'avènement d'un nouveau monarque. On sortirait. Alors peut-être qu'on a encore les larmes, les traces des larmes versées sur le monarque décédé. Parce que, je ne sais pas, parce que il y a une ambiance un peu comme ça de deuil, mais c'est un deuil écourté. C'est un deuil qui ne doit durer que l'espace, le temps d'organiser et d'organiser les choses et de proclamer officiellement l'avènement du monarque successeur. Voilà. Et c'est la fonction de ces rituels collectifs est évidemment très facile à deviner. Voilà, on a besoin d'une série d'actes dans lesquels tout le monde participe, tout le monde doit se sentir concerné. Si je n'ai pas quelqu'un qui me présente ses vœux, finalement aussi je présente mes vœux à personne, c'est que je suis dans une situation d'isolement vraiment très, très profond. Voilà ce que ça veut dire. On décide à partir de quelque chose qui est purement protocolaire, qui n'a pas de sens par elle-même.
Si tu ne me souhaites pas une bonne année, c'est que quelque part tu ne penses pas à moi. C'est trop simple dit comme ça. Tu es forcé de penser à moi, puisque je fais partie de toi. Je ne peux pas te quitter. Si j'ai convoqué aujourd'hui, en ce moment, le concept de pensée magique, c'est parce qu'une personne est toujours présente en moi. Parce qu'elle a été la première à me transmettre ce concept-là. Peut-être que je l'avais entendu avant elle, avant qu'elle me le dise, mais je m'en souviens pas. Ah, pour moi, là où je situe ma première rencontre avec ce concept, c'est un moment de ma relation avec cette personne. Donc cette personne n'est pas morte. Je peux essayer de l'occulter, je peux essayer de faire de l'effacer, ça ne marche pas. Elle continuera de revenir d'une façon ou d'une autre. Elle revient dans mes mots, elle revient dans mes développements, elle revient dans mon imagination, elle revient dans les moments peut-être les plus inattendus. Et on ne sait pas, il y a des gens qui reviennent comme ça, ils sont présents pendant un moment, puis ils s'absentent et ils laissent la place peut-être à d'autres, etc. On ne peut pas. On ne peut pas, tant qu'on est en vie, on convoque un peu tout le monde. Et ce tout le monde, c'est tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des gens, on pourrait penser qu'ils ont complètement disparu, mais pas tant que ça. Il suffit d'un petit élément pour nous les rappeler. Voici donc de cette pensée magique et de cette chose qui peut fonctionner justement. C'est la pensée magique, c'est parce que ça produit quelque chose, sans qu'on puisse expliquer comment. Il suffit d'avoir la foi, il suffit d'être animé d'avoir l'esprit pur, de ne pas et voilà, vos vœux ont des chances, ou vos souhaits ont des chances d'être réalisés. Et quand ça marche, vous êtes content. Et peut-être même, vous allez offrir un ex-voto à, je ne sais pas, à la personne que vous avez appelée à votre secours. Un ex-voto, voici un mot qui revient, un ex-voto, et il faut le voir. Les ex-voto, je suis né avec. Je suis né dans l'ex-voto sans me rendre compte. Alors, pour moi, l'ex-voto, c'est quelque chose relié à d'autres contextes culturels. Et pourtant, voilà les Mayas, voilà les ex-voto, bon, voilà, quelque part, ou ailleurs, et pourtant. J'en avais évidemment modeste, mais c'était quand même des ex-voto. Et voilà, donc, simplement, et puis, la pensée magique, comme tout ce qui est, finalement, ne peut pas se prêter aux lois de l'esprit, aux lois de la logique, aux lois froides, aux lois analytiques. Tout ce qui a sa place dans la cité. On ne peut pas exclure la pensée magique parce que elle permet de développer, d'être, comment dire, une attente un peu irraisonnable. C'est pas raisonnable de compter sur la chance, de compter sur le miracle. Non, c'est pas raisonnable. Il faut voir les choses de façon toute rationnelle. Voilà une chose opposée au rationnel, au rationalisme. Donc, la pensée magique. Simplement, j'ai besoin d'un prétexte pour prendre la parole. Donc, j'ai trouvé ce prétexte dans la pensée magique et j'ai relié des choses entre elles. Et simplement, je trouve que mon propos, le propos que j'avais eu précédemment, je trouve qu'il est un peu, je sais pas,
Il exprime ce que je voulais en fait finalement exprimer, c'est-à-dire une sorte de non-être, de non-existence. Il y a comme ça des moments où on n'a plus le sentiment d'être réel, d'être plein. On a l'impression d'avoir été vidé de la plus grande partie de cette substance. Il ne reste que l'enveloppe, et cette enveloppe-là, ben, voilà, elle est... comment dire, il suffit de rien pour qu'elle s'envole ou qu'elle s'entaille ou qu'elle s'effiloche ou qu'elle se disloque. Voilà, donc les choses, on est prêt, on peut arriver à une situation à laquelle comment dire, on est en phase d'adaptation à une réalité nouvelle, avec certains aspects de la réalité qui n'étaient pas pris en compte auparavant, qu'on ignorait. Alors il faut s'adapter. Le temps d'adaptation, c'est comme, je ne sais pas, j'ai été victime d'une fracture et je dois attendre à ne rien faire. Une vacuité toute totale. Là, j'attends, je regarde les murs, je bouge dans mon lit, je regarde par la fenêtre, s'il y a une fenêtre, et voilà, j'attends les tournées des soignants, etc. Et voilà, donc le temps, et je vis dans un hors-temps, mais qui est nécessaire, qui est indispensable. Alors il y a comme ça un hors-temps, un hors-conscience, un hors-parole. Les paroles que j'ai pu dire ne sont pas des paroles totalement... il leur manque quelque chose. Il leur manque une certaine densité. Et quand on est dans l'immaîtrise, et justement cette personne dont j'ai parlé, il y avait aussi le terme de contrôle. Évidemment, le terme de contrôle peut être remplacé par le terme de maîtrise. Mais oui, voilà, quand on est dans la non-maîtrise. Comment dire, j'avais vécu en fait cette histoire qui est un peu ascendante comme ça. J'avais connu par le texte fondateur de l'islam quand j'étais petit, donc Abraham, qui est évidemment le père de l'humanité, le père Abraham, le père des mondes, ou le père des hommes, ou je ne sais pas, mais en tout cas, on n'entend pas le mot Abba, mais Abraham, bien sûr, Abba, voilà, exactement. Aham, Abraham. Alors, Abraham, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose que c'est l'humanité ou le monde, quelque chose comme ça, mais peut-être pas l'humanité, mais le père, un peu, oui, ça fonctionne comme un père. Donc, Ab, et je l'avais, en fait, je disais parce que j'avais lu la traduction, mais que j'avais oublié. Mais là, je me rends compte qu'évidemment, le mot Abba, il a dedans. J'ai passé toute ma vie sans me rendre compte qu'il y a le mot Abba dans Abraham. Abba, Abraham, que ce soit en arabe ou que ce soit en hébreu, que ce soit dans n'importe quoi, le mot Ab, il ne disparaît pas. Abba. Et Abba, papa. Abba, papa. Papa, mon papa. Moi qui ne serai jamais papa. Voilà, quelque part, la chaîne qui va se rompre. Voici donc le mot Abraham. Abraham, voilà, tel que l'histoire a été citée dans ce livre, référence, et dit, voilà, Abraham a regardé la lune, il a été assez émerveillé devant la lune. Puis, il est passé au soleil. Et il a vu que le soleil était plus puissant et paraissait plus majestueux peut-être et plus déterminant que la lune. Et puis après, il est passé du culte solaire ou de l'admiration pour le solaire vers l'admiration pour Dieu, qui lui finalement est celui qui a créé la lune et le soleil. Voilà qu'on finit un peu
que la quête se termine. Une fois qu'on a compris l'origine, ou comment le monde a été créé, et quel en est le créateur, ça suffit, on ne cherche pas s'il y a un créateur qui a créé le créateur. On ne va pas commencer. On est arrivé, voilà, et le soleil reste quand même puissant, il ne perd pas son caractère de puissance. La lune, elle a son rôle à jouer, mais elle n'est pas évidemment la lune. Et voilà comment on peut penser dans les révélations que nous avons et dans le changement de ressenti, le changement du rapport au monde. C'est comme si on devait progresser ou passer d'un état de conscience vers un autre, tout en finalement en affinant les choses. Et il y a des phénomènes qui sont assez liés, mais je ne perçois pas la liaison entre eux. Je ne perçois pas les liens la chose qui les gouverne. Et plus j'avance, en me trompant, et l'histoire d'Abraham, c'est une histoire un peu contractée. Il faut penser qu'il a mis le temps, qu'il a adoré la lune peut-être pendant 10 ans, qu'il a adoré le soleil pendant 30 ans, mais qu'à la fin de sa vie, suite à un hasard heureux, il a fini par comprendre que le monde ne peut pas être expliqué simplement en le mettant sous je sais pas comment dire, du soleil. Évidemment, ça ne peut pas tout expliquer. Ne serait-ce que dans cette histoire dans laquelle le soleil va se coucher et finalement le soleil il s'éclipse, alors il disparaît, est-ce qu'il s'éclipse pour aller se reposer, et le soleil il paraît quelquefois, il peut paraître faible, comme quoi il peut paraître, le soleil n'est pas parfait, en l'observant comme ça de façon continue, on se rend compte qu'il lui manque quelque chose, et que voilà, s'il est si puissant, il faut... Donc l'idée qu'on se dit, je passe, mais on est gourmand dans cette histoire-là. On ne se satisfait pas d'arriver quelque part, et voilà, c'est bon, c'est assez satisfaisant, voilà, c'est pas la peine. Et je ne vais pas passer ma vie à me poser des questions, à chercher toujours une sorte de puissance derrière la puissance, une sorte d'explication derrière l'explication, l'univers derrière l'univers. Voilà, j'ai pas besoin. Il me suffit d'être sûr ou d'être persuadé de façon évidente, sans que j'ai une fois que j'ai une conception du monde qui s'harmonise bien, c'est bon, je la garde. Je ne veux pas la désharmoniser uniquement pour le plaisir de rester un peu dans la quête et voilà, donc l'idée que certaines nouvelles, certaines révélations, même simplement, quelqu'un qui prend les mots et il les arrange à sa façon, et sa façon d'arranger les mots, ou sa façon de réarranger vos mots, vous laisse dans une grande sidération. Vous ne comprenez pas comment, pourquoi il pense comme il pense. Il y a là une sorte d'impossible, et vous aurez passé toute votre vie sans vous rendre compte qu'il est si différent de vous, qu'il est à ce point différent de vous. Voici donc la pensée magique, et on est
on est, le merveilleux, c'est une chose nécessaire. Le merveilleux, pas juste dans son côté merveilleux. Et notre vie, on attend d'être récompensé. C'est vrai, cette histoire, dans cette histoire que j'ai déjà narrée, c'est dans un livre de l'école primaire, dans lequel un géant prend un enfant et le met dans sa poche, et sa poche est pleine de sucreries, pleine de gâteries. Mais le problème, la question qui m'avait un peu préoccupé quand j'étais jeune, c'était: mais est-ce que l'enfant ne risquait-il pas de se perdre dans la poche, ne jamais pouvoir sortir de la poche de ce géant? Et le merveilleux, c'est finalement être récompensé sans l'avoir mérité. On n'a pas à souffrir pour pouvoir être gratifié de quelque chose. Le merveilleux, c'est l'accès facile, illimité à toutes les choses qui pourraient nous plaire. Dans ce monde, tout est beau, tout est selon, un peu selon notre façon de vouloir ou de désirer. C'est un monde qui s'adapte à nos besoins, et qui s'adapte à nos attentes, et qui pourrait même les anticiper. Je ne sais pas ce que j'ai oublié un petit aspect que je voulais ajouter dans cette histoire de merveilleux. Ouais, donc la pensée magique. Et je passe un moment avec quelqu'un qui ne peut pas imaginer que je pense à lui d'une certaine façon en ce moment, 2h30 du matin, la dernière 24 heures, même pas 21h et quelques avant le basculement. C'est ce qui, quelque part, me fait un peu sourire. Comment on peut croire dans la validité d'un calendrier. C'est juste, là encore, une fiction. C'est juste, bien sûr, c'est une convention. C'est rien d'autre. Le monde, après, on va voir toute la série des nouvelles années. Alors, l'année machin, et puis on arrive à l'année machin perse, c'est maudit perse, et puis après on arrivera à l'année hébraïque, et peut-être l'année kurde, et ainsi de suite. Tout le monde a son calendrier, mais le monde, il semble un peu s'être mis d'accord autour de ce calendrier grégorien et rien d'autre. Voici donc, on va arriver en 2020, et voici que quelqu'un se permet de vous souhaiter une bonne année, sans avoir les moyens de vous l'assurer. Au nom de quoi? T'ai-je demandé quelque chose? Me suis-je adressé à toi? As-tu le pouvoir, un quelconque pouvoir, pour me permettre justement de passer ce cap de cette nouvelle année? Cette année, c'est peut-être l'année de tous les dangers pour moi. Mais tes souhaits, tu peux les garder. Je ne peux pas continuer de vivre dans cette ambiance assez peu crédible. Ah, il faut que je me réveille. Il faut que tu te réveilles toi aussi. Il faut accéder à la compréhension et saisir le sens de ce qui se passe en réalité. On dirait le temps comme les ondes cosmiques, etc., comme les particules solaires, ça nous traverse. Ça nous traverse, et en nous traversant, ça emporte une partie de nous.
sa tendance. Alors je ne sais pas ce que ça fait les particules cosmiques, mais en tout cas, boum, on ne se rend pas compte. On a un réel problème avec le temps. Nous ne savons pas le définir, nous ne savons pas le quantifier comme il faudrait, le faudrait. Je ne sais pas comment. On a des choses comme ça, on fabrique des cycles, on fabrique des sortes de recommencements à l'infini, voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a tellement, d'impondérables, je sais pas, mais il y a tellement de choses qui peuvent... ouais, si j'ai bien compris le mot impondérable, c'est pondérer les choses qu'on ne peut pas pondérer, qu'on ne peut pas modérer. Voilà, donc je ne veux pas utiliser un terme en risquant de me tromper. Si j'ai bien compris le terme, si je l'ai mal compris, je fais avec, je ne vais pas vérifier. Voilà, les choses comme ça, on se rend compte qu'il y a des termes qu'on n'utilise pas parce qu'ils ne viennent pas. C'est pas parce qu'on les a pas, certains on les a, mais ils ne viennent pas. Alors certains d'autres prennent le relais, mais ils ne sont pas les mieux indiqués. Voilà comment ça peut être cette histoire. Alors, c'est quoi ces paroles? Ça ne ressemble pas à un récit, ça ne ressemble pas à un commentaire, ça ne ressemble pas à une sorte de projection dans l'avenir, ça ne ressemble pas à une... ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. C'est une causerie, voilà le terme, causerie, je cause. Je cause. Autant que je peux le faire, autant que je puisse le faire, je cause. Et voilà. C'est simplement le seul problème qui peut finalement, comme ce finalement que je répète sans arrêt, la chose qui peut un peu me déstabiliser, c'est de me rendre compte que soit que je répète les mêmes choses, soit que j'ai comme une sorte de faiblesse dans le propos. Et ça peut arriver. Alors que je pensais être arrivé à un certain degré de maîtrise, puis je me rends compte que cette maîtrise, elle n'est pas si évidente que cela. Là, il y a une faiblesse. À côté, il y a peut-être quelque chose de moyen, mais de nouveau, il y a une faiblesse. Et les faiblesses se suivent et s'accumulent. Donc voilà, donc c'est aussi cette prise de parole, c'est pour un peu faire la volonté de faire échec à ce sentiment de ne pas dire comme je voudrais dire. C'est pas toujours évident. Comment parler d'une façon qui puisse être singulière, originale d'une chose qui est un peu l'apanage de tout le monde. Si j'utilise les termes que tout le monde utilise, ben, je ne fais que rajouter de l'évident à de l'évident, mais j'ai pas toujours la capacité d'originaliser le propos. Je fais dans la reprise, dans le remploi, je fais dans... Voilà. Je pars des mêmes ingrédients, j'arrive au même résultat, voilà. C'est une composition des plus classiques, et quelquefois on a envie de... Tout à l'heure j'avais pensé à cette pensée qui est peut-être la mienne, qui ressemblerait un peu au pointillisme, mais le pointillisme, lui, il arrive à donner, quand on s'éloigne, on voit quelque chose d'assez cohérent. On voit une silhouette, on voit un paysage, et quand on s'approche, c'est à ce moment-là qu'on voit la technique utilisée, le style choisi, le style des points. Donc le pointillisme, et donc cette pensée-là, elle semble un peu être très... comme si elle fonctionnait par
des petites choses comme ça qui sont posées les unes à côté des autres, mais a priori certaines ne communiquent pas, ne ressemblent pas aux autres. Il pourrait y avoir une différence de structure, une différence de matière, une différence et l'ensemble devrait quand même produire une sorte de sentiment, devrait pouvoir identifier quelque chose. Alors, qu'est-ce qui permet donc d'identifier un propos, de le nommer, de lui accorder une spécificité et un statut? Voici donc une parole, un échange qui se produit de façon incongrue entre un être et un être éloigné. Comment s'adresser à quelqu'un par-delà justement la barrière du temps et par-delà la barrière des sentiments. L'idée, c'est qu'on veut, il y a l'homme nouveau, il y a l'idée du surhomme, etc. Mais on voudrait produire chez les gens qu'on fréquente des choses qui seraient de l'ordre de ce surhomme. Le surhomme, c'est celui qui s'émancipe un peu des conditions prévalentes dans son milieu. Il est capable de s'extraire et de s'élever. S'élever pour mieux dominer. Évidemment, c'est une sorte de drone. Voilà, on permet d'avoir une vision plus agrandie, donc plus parlante d'un paysage évidemment étendu et par nature assez difficile à percevoir dans un positionnement assez classique. On demande finalement à l'être d'être mieux que nous, largement mieux. Il faudrait qu'il soit totalement hors d'atteinte. Il ne faut pas qu'on puisse remarquer des choses, qu'on remarque des défaillances ou des faiblesses chez lui de façon trop facile. Il faut qu'il ait une carapace. Et cette carapace ne doit pas se fondiller comme ça à première secousse. Il faut qu'il soit solide et plus que solide. Il faut qu'il soit capable. Finalement, il y a un désir de soumission même. Un désir de laisser l'autre finalement prendre de l'ascendant parce qu'on pourrait parce qu'on pourrait trouver notre compte. Je me soumets à toi à la condition évidemment souvent dans le contrat, c'est que tu me protèges. Voilà, souvent on demande à l'État de nous protéger et en échange on se soumet aux lois qui évidemment sont dites lois de la collectivité, évidemment rédigées par la représentation nationale, la représentation. Mais dans cet échange de, comment dire, oui, dans lequel il y a une perte d'autonomie, un assujettissement volontaire. Dans la servitude volontaire, on revient vers ce terme. Donc je suis prêt à me lancer dans la servitude volontaire pourvu que j'ai en face de moi une sorte de surhomme, parce que je vois et je conclus que je ne peux pas accéder à la vérité dans sa totalité par moi-même. C'est dit, c'est redit et c'est définitif. Définitif, c'est les voies d'une certaine forme de conscience et me sont fermées et elles le resteront.
Je suis pas né dans le bon milieu, je suis pas né peut-être dans le bon siècle, je suis pas né dans la bonne langue, je suis pas né dans le bon corps pour pouvoir espérer obtenir les clés d'une sorte de les clés pour accéder à une autre forme de vie ou à une autre forme de conscience. Voilà, c'est comme ça. Je l'ai accepté. L'être que je suis, évidemment, surtout au niveau de ces imperfections et les imperfections connues et ces imperfections qui restent à découvrir. Avec le temps, on arrive un peu à dénicher d'autres imperfections. Tiens, aujourd'hui, je vais te nommer comment, toi? Je vais donner quel chiffre? Tu es l'imperfection numéro 62 après 1000? Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, je continue la tâche qui demande de la persévérance. Donc, et je vais te nommer quoi? Ramollissement, je sais pas comment. Voilà, il faut donner un nom, il faut donner un chiffre, il faut un numéro, je veux dire. Et, voilà les choses. Alors, comment... comme la personnalité que nous avons peut être assez complexe à analyser, assez même parfois contradictoire et difficile à cerner. Mais pourquoi? C'est parce que soit nous sommes comme ça parce que la langue nous y invite. Si je dis je suis complexe, c'est parce que le terme préexiste finalement à ma vie, à moi. Donc je ne fais que utiliser quelque chose qui existe. Je peux dire je suis instable émotionnellement parlant, je suis instable psychiquement parlant, je me sens comme maudit, je me sens comme manquant de ce... J'utilise des termes qui existent déjà, qui préexistent. Alors est-ce moi qui essaie finalement d'appliquer ces catégories, voilà, je prends ce qu'il y a. Mais imaginons que je ne sais pas quelle est cette interaction entre les deux. Je ne pense pas avoir fait naître un concept ou un mot par moi-même. Voilà. En tant qu'individu, voilà, je suis locuteur d'une langue et je voudrais y ajouter une chose qui serait mon apport à moi, qui me personnifierait moi. Mais non, non, je vois pas. Je vois pas, je sais pas comment naissent d'ailleurs les mots, comment les gens contribuent. D'ailleurs, les gens contribuent finalement sans qu'ils en aient conscience. Si qu'un mot est entré dans le dictionnaire, comment il est arrivé, voilà, la première fois, c'était peut-être parce qu'il y avait une sorte de difficulté à trouver le bon mot et on a fait un peu une sorte de compromis, une sorte d'amalgame et voilà, un nouveau mot est né, un nouveau concept est né, etc., etc. Après, ceux qui arrivent après vont pouvoir l'utiliser. Voilà une chose qui pourrait leur être utile, puisque tout ce qu'on ajoute trouve preneur. Bien sûr, il y a des mots qui meurent faute d'être utilisés, qui restent dans une sorte d'anonymat, une sorte de comme un peu comme des mots qu'on voilà, donc je sais pas comment je pourrais tenir, je sais pas combien de temps je suis en train de parler, ça fait déjà 40 minutes.
Voici, pour revenir sur quelque chose qui est assez facile, enfin, disons, si on parle de nouvelle année, voilà l'idée, c'est qu'il faut en parler d'une façon qui n'est pas la façon usuelle. Alors il faut inventer un angle d'attaque. Voilà, je maudis la nouvelle année, je la maudis d'avance. Qu'est-ce que je risque? Est-ce qu'elle va se vouloir finalement se venger de moi? La nouvelle année, je l'ai en horreur. Elle signifie, bien sûr, facilement on peut accéder à ce type de paroles, elle signifie encore plus d'éloignement, elle signifie encore plus de distance. Toi que j'ai aimé il y a 30 ans, il y a 35 ans, l'année prochaine ça va faire 36 ans. Et je ne veux pas que ça fasse 36 ans. Parce que après ça va faire 40 ans. Et quand moi je vais revenir vers toi, peut-être tu me diras, ah, tu as attendu 40 ans. Si j'avais entendu juste 35 ans, tu m'aurais dit peut-être 35 ans. Ouais, 35 ans, ça peut se négocier, mais 40 ans, non. Je négocie pas. Au-delà de 40 ans, il n'y a plus de retour possible. Mais je veux retourner vers toi. Je veux de nouveau, j'ai besoin de toi. Je n'en sais rien, est-ce pas une sorte de curiosité un peu, je sais pas, je suis curieux de te voir. Je suis curieux d'entendre ta voix. Je suis curieux de te sentir, s'il est possible de pouvoir le faire. Tu as cessé d'exister comme ça d'un seul coup. C'est une chose qui, bien sûr, que j'ai dû faire avec. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais contraint, et je me sens toujours contraint dans cette affaire-là. Et puis après, bien entendu, dans cette histoire totalement injuste et totalement inacceptable, pourquoi il y a des gens qui continuent de poursuivre de nos élans, longtemps, comme ça, on les laisse jamais tranquilles, et d'autres gens qu'on ignore, qu'on a envoyé, je sais pas, à la poubelle, je sais pas, qu'on a mis avec qu'on a mis avec les rebuts, quoi. Et pourquoi Et est-ce qu'il y aurait des gens qui méritent plus qu'on ait du sentiment pour eux et qu'on ait une fidélité, et d'autres pas? Je vois pas. Mais toujours sourd. Il y a toujours cette histoire un peu malheureuse de celui, moi j'aime quelqu'un et lui il ne m'aime pas, il aime quelqu'un d'autre qui ne l'aime pas, et ainsi de suite. On pourrait se trouver dans une sorte non pas de triangle, une sorte de quadrilatère, si je ne me trompe pas dans le terme. Voilà, quelqu'un quelqu'un qui aime quelqu'un, mais ce quelqu'un aime ce quelqu'un, etc. Et ça tourne un peu, ça tourne en rond. On va pas faire une sorte comment dire, de mélangisme, un peu décor. Là, dans la situation où finalement les gens restent dans leur situation impossible à résoudre. Voilà, je suis en face de quelqu'un qui n'aime pas, qui ne m'aime pas. Et c'est pas parce qu'il n'est pas aimé par la personne qu'il aime qu'il va se rabattre sur moi. Il va dire, au moins, j'ai quelqu'un qui m'aime, c'est toujours mieux que rien. Ça se passe pas comme ça. Voici comment je tiens le fil de la parole en me forçant un peu. J'en reviens vers la nouvelle année. Bien sûr, je me dis, comment dire, c'est, comment dire, non pas avec Satanas, mais comme on dit, comment on essaie d'éloigner le diable, comment on essaie de le tenir à distance. Si je sens venir, je sens le soufre, et cette odeur-là, évidemment, me rappelle que Satan est quelque part par ici. Satan. Ah, la nouvelle année, c'est le Satan qui attend en embuscade. Là, il attend.
Il a préparé un coup, je suis sûr. Il a préparé un coup de la même coup, comme il sait les préparer. Il sait fourbir ses armes, enfin, je sais pas si il sait aiguiser ses ses armes, et puis il attend. Il attend, il a préparé le coup, il attend. Il sait, c'est lui qui a la maîtrise des choses. Il a prévu de donner le coup fatal ou de finalement de faire en sorte que les choses qu'on sorte un peu du domaine de la tranquillité. C'est peut-être l'année de l'intranquillité. Voilà un concept qui peut être intéressant, mais ô combien menaçant. L'intranquillité. Peut-on dire l'intranquillité heureuse? Bien entendu, dans un rapport, je ne sais pas, quelqu'un qui serait totalement dans une sorte de fiction un peu qui s'imagine dans un rapport avec une divinité qui aurait, voilà, l'intranquillité, peut-être l'intranquillité philosophique, j'en sais rien, par rapport au sentiment de brièveté de la vie, au sentiment de ce couperet qui peut tomber comme ça, l'improviste. Voilà, il y a une sorte d'instabilité fondamentale. J'appartiens à un monde qui sait par tous les moyens de m'éjecter hors de sa sphère. Ce monde, il m'est hostile, il exprime cette hostilité de toutes les manières possibles. Il cherche à me nuire. Voici, il envoie ses armées, des plus insidieuses comme des plus, j'allais dire, des plus évidentes. Il attaque avec tous les moyens qu'il a. Il ne dit pas je vais arriver, je vais me déclarer. S'il peut venir de façon cachée, s'il peut utiliser des moyens dérobés, il va les utiliser. Voici donc comment on peut attendre la nouvelle année. C'est marrant parce que j'ai commencé cette série de propos en parlant de la nouvelle année de 2016. Alors, toujours cette histoire de prendre un peu de recul. On demande quelque chose de plus. On demande quelque chose de plus et ce ne sont pas quelques paroles comme ça de réconfort protocolaire, de réconfort très attendu, très comment dire, c'est la chose la plus bête et la plus pauvre en sémantique et pourtant on n'en change pas. Pas dire qu'elle a cessé de fonctionner, qu'elle a cessé d'être performative, il faut la remplacer par autre chose. On dit cette année 2020, on a un slogan pour l'année 2020 et voilà ce qu'on va souhaiter. On ne va pas souhaiter la bonne année, on ne va pas présenter les vœux, on va faire autrement. On pourrait dire, tiens, quelqu'un qui pourrait être dans une sorte de besoin affectif, pourrait dire, voilà, j'enlace les gens. J'enlace les gens, ou je sais pas, où j'apporte quelque chose que j'aurais fait moi-même. Alors ça peut être quelque chose qui se mange ou quelque chose qui se consomme différemment. Je sais pas, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qu'on pourrait incorporer et finalement en faire une partie de nous-mêmes le temps de son transit.
car les choses, finalement, ne font que transiter. Nous sommes une série, là encore, de systèmes qui absorbent et finalement et relâchent. Voilà encore une fois une chose qui est arrivée suite à une discussion comme ça, une remarque, et la remarque ne s'est pas perdue, ou alors on ne s'est pas perdu pour tout le monde. J'ai gardé cette idée qu'il y a réellement une sorte comment dire, cette histoire que j'avais remarquée par rapport à cet éphémère, l'éphémère qui s'était pris dans la toile d'une araignée, l'araignée ne pouvait pas consommer l'éphémère, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Il y avait une poche d'œuf. Donc la poche d'œuf, la femelle éphémère, l'a libérée. L'araignée ne va pas se mettre à consommer des œufs. C'est pas son habitude. Donc voilà comment on peut représenter l'être humain. C'est une sorte de tube. Le tube qui absorbe. Et qui, dans le même, d'ailleurs dans la même ligne un peu, on évacue, on absorbe, on tracerait une ligne au milieu, d'ailleurs c'est comme ça que la personne me l'a présenté, c'est vraiment une ligne qui passe au milieu, et la ligne d'évacuation, elle est au milieu aussi. C'est comme ça. Ah, ça me fait encore sourire. C'est pas un sourire de gêne. Je suis pas gêné. Le phénomène, heureusement que ça se produit. Sinon, on serait, on mourrait, on serait intoxiqué par nos propres déchets. Donc le déchet, donc on peut manger quelque chose de très beau, quelqu'un qui vous a préparé, vous vous en délectez, et pourtant vous n'allez pas pouvoir la garder longtemps, et elle va transiter, elle va finir un peu son transit d'une façon peu glorieuse. Alors le bon chocolat, il va finir quand même comme le reste, certaines de ses parties, de ses constituants vont finir sous une forme un peu, voilà, et que cette histoire-là. Et donc la nouvelle année, alors la nouvelle année, on ne pourrait pas dire qu'elles est des esprits simples, quoique les esprits simples, le paradis et peut-être c'est les gens qui comment on pourrait dire, c'est pas les pauvres dans la façon classique qui seront les premiers, c'est pas les derniers qui seront les premiers, c'est les plus simples, les esprits les plus simples qui seront les plus privilégiés et qui auront les premières places le jour de la rétribution ultime. Voilà, ils seront sélectionnés parce qu'ils avaient une sorte de pureté, ils n'étaient pas pollués, ils n'étaient pas habités par la contradiction, par le doute, par toutes ces choses. Là, ils étaient simples dans le rapport au monde, ils acceptaient leur sort, ils étaient satisfaits de leur vie, ils étaient reconnaissants évidemment à Dieu et reconnaissants au reste pour tout ce qui leur a été accordé. Je suis reconnaissant parce que j'ai eu droit à ça. Peut-être que j'aurais eu plus, mais j'ai déjà ça. Alors je suis reconnaissant pour cette chose, même si elle est modeste. Les gens qui sont reconnaissants pour n'importe quoi. Ils sont reconnaissants parce qu'ils ont eu droit je sais pas, d'observer les étoiles un jour. Et déjà ça, comme moi, j'ai observé les étoiles une fois à la montagne, une fois à la campagne. Ça m'est pas arrivé très souvent. Je suis heureux pour cela. Si je devais mourir, ce serait peut-être en emportant cette vision de quelque chose. Alors, je suis content d'avoir compris pourquoi on dit la Voie lactée, puisque j'ai vu cette chose-là, et ça y ressemble.
Ça y ressemble, ça a l'air une matière blanchâtre, c'est un peu qui s'étend, je sais pas. Et puis, la chose qui était la plus étonnante et en même temps qui peut un peu déstabiliser, c'est la quantité d'étoiles dans le ciel. C'est un peu la même chose si on devait observer tout ce qu'il y a sur notre peau et tout ce qui nous accompagne comme êtres acariens et puis bactéries et puis virus puis champignons, tout ce qu'il y a, on serait on serait en pleine sidération. On serait incapable d'appréhender tout cela. Et bien les étoiles, ça fait la même chose. Tant d'étoiles, tant de soleil, c'est pas possible. Et ça paraît pas très loin. Ça paraît pas très éloigné. Alors l'idée que, évidemment, on voit la lumière d'une étoile qui est déjà morte, bah ça rentre pas. C'est pas nécessaire d'introduire ces éléments de physique pure, on s'en fiche. On voit quelque chose et le ciel est plein partout, on regarde, il est plein. Il y a peut-être quelques fois où il y a un peu d'espace, un peu plus d'espace dans un coin. C'est vrai qu'il y a quelquefois une sorte de concentration et puis il peut y avoir un petit espace laissé libre, je ne sais pas, je ne sais pour quelle raison. Voici donc si la chose que donc un esprit simple pourrait la citer pour remercier Dieu de lui avoir permis de pouvoir l'admirer. Simplement, c'est qu'en fait l'idée, c'est dans cette illusion d'un renouveau. En fait, c'est même pas un renouveau, c'est un renouveau en même temps, c'est une renaissance en même temps. Finalement, on pourrait dire, je suis né avec deux bras. Je voudrais renaître avec deux paires de bras. Ou alors je voudrais changer mes bras parce que je trouve qu'ils sont fatigués. La renaissance et le renouveau, il pourrait être de cette nature-là. On voudrait rompre, et non pas être dans la continuité, mais dans une certaine rupture. Ainsi, comme l'avènement d'un nouveau monarque, on voudrait qu'il y ait de la continuité. Parce que si nous avons peut-être accepté, admiré et supporté l'autre, on voudrait que ça continue. S'il a assuré un minimum de sécurité, un minimum de justice, un minimum d'égalité, un minimum de ceci ou de cela, on voudrait que son successeur continue sur la même lignée, mais qu'il apporte quelque chose en plus. Quelque chose. On voudrait que la nouvelle année, c'est pas finalement se contenter de ce qu'on a. Bien sûr, on est dans le désir de préservation, mais on voudrait avoir quelque chose de plus. Donc, dans un accroissement. Voilà, on est un peu dans l'accumulation. Voilà, un peu, on redevient un peu capitaliste, un peu, c'est comme ça. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui manque finalement? Qu'est-ce qui semble ne pas me convenir? C'est vrai, ce qui ne me convient pas, c'est quand je n'ai pas je n'arrive pas à m'exprimer comme je pourrais le désirer. Il me semble que je ne suis pas à la hauteur. Simplement, quand je défaille trop, à ce moment-là, je suis pas très content. Je sais que cette chose-là est totalement inutile. Je ne doute pas. Donc, j'ai pas à dire il faut que ça soit parfait ou que ça soit assez abouti. Ça ne change rien. La chose est sans intérêt. Donc, elle ne débouchera sur rien.
je pourrais pas finalement accéder à de la notoriété ou accéder à une amélioration de ma situation en continuant sur la même lancée. Il faudrait que je change, il faudrait que j'écrive, et l'écriture m'impressionne toujours autant, et donc j'ai pas vraiment changé d'impression à ce niveau-là. Il faudrait que je change. Il faudrait que je change. J'ai des projets, mais ces projets-là, comme d'habitude, voilà, on se retrouve un peu devant ses limites. La chose qui me demande un effort, je la repousse. Voilà, comme je suis. Et par contre, prendre la parole, évidemment, la qualité varie, mais prendre la parole, ça paraît toujours plus facile. Alors, je suis plus un homme de parole que d'écriture, et voilà. Je suis un homme de langage, un homme d'expression verbale, et moins de... je sais pas, j'abandonne très vite quand il s'agit d'écrire. Je renonce à la première difficulté, et voilà. Donc quand je veux mettre en place, organiser quelque chose, je commence juste les premières installations, puis j'abandonne. J'abandonne systématiquement. Alors les choses restent totalement inachevées, et quelquefois uniquement au niveau de l'esquisse première. C'est vraiment comment dire, un niveau... ça ressemble à rien. C'est comme si on devait dessiner un personnage, on dessinerait peut-être les oreilles. On ne peut pas dire qu'on a fait quelque chose. Les oreilles ou les lèvres, encore que les lèvres, mais ou alors on dessine le personnage, on dessine ses pieds, chaussées, je sais pas, voilà, ça indique rien. Ça peut peut-être indiquer quelque chose sur l'identité de genre de la personne, mais c'est tout. Après, il y a des tas de choses. Alors, quand je parle de l'univers, et je parle de l'univers qui communiquerait avec un autre univers, un peu ce qui paraît logique, comme quand je parle, je puise dans un fond. Évidemment, c'est un fond qui n'est pas infini, bien sûr, une limite. Mais je m'inspire de ce que j'ai peut-être entendu juste quelques minutes avant, ou alors je m'inspire de quelque chose que j'avais mis de côté. Et tout cela, finalement, ça se passe, et la chose, c'est qu'il y a une phrase qui entraîne une autre, et un mot qui s'associe avec un autre pour former le corps de cette prise de parole. Alors, je ne sais pas ce que je voulais dire. La langue. On voudrait avoir accès à... Et comme ce lèvement des voiles, comme ce dévoilement des choses cachées. C'est peut-être juste une sorte d'illusion que de croire que l'on peut accéder à une vérité qui serait, elle, hors d'atteinte, comme ça, de façon première. Il faut d'abord déblayer, il faut faire des travaux préparatoires. Alors, on aimerait accéder, on aimerait les faire, ces travaux préparatoires, si on était assuré. D'abord, il faut savoir quelle est la nature de ces travaux, et puis après, est-ce que mes efforts vont être couronnés de succès. Alors, on aimerait un peu pratiquer ce type de dévoilement avec d'autres, que on dise à une personne, cesse de prendre des pauses, sois plus réel, cesse de faire dans la représentation, et sois un peu plus dans la vérité.
et peut-être soit dans la vérité par degré. D'abord, permets-moi d'accéder à ta vérité première, puis on arrivera à la vérité cachée derrière la vérité première, et puis au bout d'un moment, on va peut-être rencontrer, on va arriver peut-être au néant, parce que faudra bien qu'il y ait une fin. Il y a pas, c'est comme toute chose, la vérité de l'être est une vérité finie en même temps. Mais un monde fini, mais qui se présente comme un monde infini. Voilà comment on peut arriver à dire des choses alors qu'on n'a pas souhaité, mais qui arrivent comme ça. Il y a une accélération au niveau du débit parce qu'il ne faut pas que ça soit trop lent, sinon toujours ça paraît un peu lourd. Et il y a une volonté de s'adresser, je ne sais pas à qui, à cette personne que j'ai convoquée en premier, je ne sais pas à qui on a envie de s'adresser. Quand on n'a pas le pouvoir de raconter des histoires et de les raconter d'une certaine manière, en mettant le ton qu'il faut, comme dirait, les tons d'arrêt, les relances, les pauses, un peu, comment mettre les auditeurs en appétit, comment leur donner faim, comment les appâter, comment les tenir, un peu comment les contrôler, comment jouer avec eux, comment les mettre un peu dans une sorte d'attente fiévreuse. Un peu comme le genre des films d'horreur qui sont des films qui suivent une sorte de canevas. Évidemment, les films de genre, ça respecte les lois, les codes du genre. Et donc, moi, je ne sais pas raconter les histoires. Donc, je fais dans la causerie. Mais il y a causerie et causerie. Alors, voilà. Donc, simplement, l'année qui arrive très bientôt, c'est de moins en moins lointain. C'est, à moins que le monde subisse une catastrophe inédite, à moins que c'est vrai qu'à un moment donné, le monde, moi j'ai grandi avec le monde élargi. J'entendais, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est moi, ou en tout cas, il y avait quelqu'un qui parlait des événements de l'actualité étrangère. Et je ne sais pas, il avait un ton. Quand j'étais petit à la télévision, il avait un ton particulier, très grave, très solennel, très sentencieux, je ne sais pas comment le décrire. Et moi j'avais appelé, je pense que c'est moi qui lui ai donné ce nom, le danger. Al-Khatar, le danger. Voilà, parce qu'il annonçait des choses assez terribles. Et à l'époque, des conflits, je ne sais pas, peut-être l'imminence de la guerre nucléaire et des choses comme ça. Alors je parle des années peut-être début des années 70, au fin des années 60, et je sais pas. J'étais impressionné par ce type, et j'imagine comme beaucoup de gens. Et à une époque où, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, oui, le monde, on avait peur, parce qu'on avait cette impression que sans le téléphone rouge, tout peut arriver. Une fausse alerte, puis la riposte est déclenchée, et c'en est fini du monde, tel que nous le connaissions. Alors, il y a toujours l'idée, la probabilité, logiquement, il peut y avoir des choses comme ça. Comme ça arrive pour l'individu, d'être terrassé par une nouvelle, par un événement, le monde aussi peut être sujet à ce type
à ce type d'événement. Comment dire, alors on s'engage tous de bonne foi. Nous avons une sorte de nous nous exprimons de la même voix. Nous nous rassurons collectivement, et cette rassurance est, est, j'ai oublié le terme. Tout à l'heure, j'avais le terme de pathologique et catharistique. Catharistique, voilà. Heureusement que je l'ai trouvé, sinon ça aurait été un peu... Voilà, la catharsis, et voilà, quelque part une sorte de guérison, une sorte de... Puis, c'est une manière d'évacuer l'angoisse, parce que on angoisse collectivement. Alors, et puis, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se produire pour chacun. Comme on ne sait pas ce qui va se produire pour certaines collectivités. Alors, on préfère plutôt conjurer le sort d'une cette façon-là, essayer de le pouvoir de l'amour. Voilà. Moi, je vous oppose le pouvoir de l'amour. L'amour contre les fusils, l'amour contre les flèches. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Les fleurs dans les fusils, au printemps de Prague, ça a duré qu'un moment, si mes souvenirs sont bons. C'est obligatoirement... Il y a une phase comme ça, un peu une phase de, comment dire, la drôle, comme la drôle de guerre, comme une sorte de phase d'observation. On est dans le conflit, mais on n'est pas totalement dans le conflit. Il se passe des choses assez particulières. Voilà, la drôle de guerre, voilà donc la drôle de choses. Voilà. Les soldats sont armés, ils ne déposent pas leurs armes. Ils nous permettent de mettre, de les orner de fleurs. Mais les armes restent chargées, prêtes à l'emploi. Les soldats sont devant, les blindés sont derrière, et ils attendent l'ordre des chefs. Si les chefs décident, ils écrasent tout. Voilà, il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas prendre en compte les fleurs. Une fleur, ça a quel pouvoir, une fleur? Ça résiste combien de temps? Ça peut... il faudrait... je sais pas, il faudrait mettre en place une sorte de... installer des fleurs avec des épines, quoi. Une sorte de rosier avec des épines d'1 mètre pour pouvoir un peu penser. Mais les militaires seraient capables de venir avec des lance-flammes et de tout cramer. Voilà, ils passeraient... Il n'y a rien qui peut arrêter les armes et les armées. C'est comme ça. Alors, on aura encore à subir les armes et la violence de beaucoup de gens qui décideront comment dire, non pas certitude, mais ils décideront qui sont légitimes à donner la violence à d'autres. Voilà. Ils trouveront une manière de légitimer des actes illégitimes. Voici ce que c'est que la nouvelle année. Rien ne va changer. C'est juste un chiffre qui va changer. On va ajouter un chiffre et voilà, simplement une unité de plus. Et après, c'est 2000 plus 1, ça va faire 2020. Après, voilà, on se préparerait à 2021 et simplement, c'est juste une simple
comment dire, un effet, un ravalement de façade ou un effet, c'est juste une sorte de, euh, en fait, on fait rien de fondamental. Le, le, Peut-être c'est le moment de se poser une question de euh, sur le sens de nos actions collectives, sur le sens de nos aspirations, sur finalement le monde, comme on voudrait qu'il soit, et comment on pourrait se donner les moyens pour qu'il soit finalement, qu'il réponde à nos attentes et à nos et, euh, et nos aspirations. Mais le monde il est partagé entre des volontés, entre des dessins, entre des... Il y a tellement de contradictions, tellement d'oppositions et tellement d'intérêts d'intérêts opposés. Alors, on ne sait pas. On voudrait souhaiter une sorte de euh, au moins de connaître dans sa vie, comme moi j'ai pu connaître ces deux moments où j'ai pu observer le ciel à loisir, vraiment le voir, et voir un peu ce que c'est qu'un ciel réellement, et avoir un peu dans sa vie comme ça des moments pendant lesquels on est dans une sorte de paix, non pas de paix, cette paix que nous vendent certains promoteurs du bien-être clé en main. C'est un moment où je sais ce que je fais, où je suis satisfait de ce que je fais, et je sais ce que je sais quelle est ma place, et je sais ce que je peux revendiquer pour moi-même et ce que je peux finalement renoncer à revendiquer. Je peux être là aussi, évidemment, dans une sorte de situation dans laquelle je suis dans le remerciement. On ne peut pas échapper au remerciement. On remercie tout le monde. C'est pas seulement les acteurs principaux, c'est pas seulement les gens importants. On remercie jusqu'au dernier technicien, etc., etc. Dans cette réalisation qu'est notre vie, beaucoup de gens, dans notre bonheur, dans notre finalement moment de contentement, beaucoup de gens participent. Il y a là une sorte d'effort collectif, un effort global pour nous assurer, si j'ai quelque chose qui me fait plaisir, je l'ai entre les mains, elle a d'abord été imaginée par quelqu'un d'autre, elle a demandé, elle a exigé un apprentissage, elle a exigé toute une série d'actes pour que moi je puisse, en fin de cycle, que je puisse l'avoir et, en jouir. Quand j'ai eu entre mes dents, enfin ce qu'il en reste, les fragments de cette chair de cabillaud, cette chair cette chair blanche a une texture très... Évidemment, j'étais en reconnaissance. Comment peut-on remercier quelqu'un
qui vous a donné son corps. Il n'existe plus. Il ne peut plus vous entendre. Comment peut-on le remercier? On va remercier son espèce. On va lui rendre un culte. On va faire comment? Alors moi, j'ai voilà, des moments, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas comment inventer ces moments. J'ai sur mes mains des bactéries, à l'instant peut-être une population infinie. Je vais me laver les mains tout à l'heure. Cette population va être anéantie. Dans cette opération, moi j'ai besoin de me laver les mains régulièrement. Et en permanence, je détruis les populations bactériennes. Évidemment, d'autres se réinstallent, reprennent, occupent les lieux. Et puis c'est quelque chose qui se déroule de façon continue. Je détruis, ça se repeuple, je dépeuple, ça se repeuple, et puis voilà. Donc on ne sait pas. On ne sait pas si on doit culpabiliser, on ne sait pas si on doit culpabiliser parce que nous consommons la vie de certains êtres qui ont une certaine corporéité que pourrions-nous dire vis-à-vis des êtres qui sont invisibles, dont on ne peut imaginer la forme comme ça, de façon simple? Je ne peux rien voir, je ne vois rien. Je vois une main, bon, je peux encore voir, donc je vois les lignes de la main, je vois une main petite, c'est tout ce que je vois. Je ne vois pas les êtres qui sont là sur cette main. Et il est possible que ce soit des peuples différents. Là, il y a une population de bactéries bien distincte de la population qui est à côté. Il est possible qu'il y ait même des conflits entre les différentes populations. Là, il y a une vie. Il se déroule des choses. Et là, entre le rapport au temps. Pour moi, cette population de bactéries n'est là que depuis peut-être 1 heure, 2 heures. Mais pour ces 2 heures de mon temps à moi, c'est peut-être une éternité pour ces peuples de bactéries. Voilà le micro-organisme. Voilà le micro dont j'ai déjà parlé, le micro et j'allais dire le macro et le degré un peu intermédiaire peut-être, entre le micro et le macro. En tout cas, le monde microscopique, tout court, et j'allais dire biotique, avec toutes ses composantes, qu'elles soient végétales ou qu'elles soient animales, si je peux appeler les bactéries par ce nom. En tout cas, voilà. C'est comme ça que je vais finir cette prise de parole. Ça dure donc depuis 1 heure et quelques. Voici donc, il y a... on prend des habitudes. Quand on parle, il y a une sorte de figures imposées ou des figures qu'on s'impose parce qu'on y revient. Ça devient comme une habitude, ça devient comme une sorte de manière de faire. Et c'est vrai, pour remplir, on ne peut pas toujours être dans l'invention et il faut s'appuyer sur des choses qu'on a mis en place, mises en place depuis les choses qu'on a façonnées. Il y a un moment, même si dans cette opération de façonnement, on n'est pas les seuls, c'est là encore une fois un travail collectif. Quand quelqu'un a une intuition, quand quelqu'un fait une expérience de quelque chose, on se l'approprie et puis on lui donne un peu, il donne une coloration, voilà, on l'utilise selon ce que nous savons faire. C'est une matière assez facile à travailler. Voilà, on travaille la matière
verbale, on travaille la matière référentielle, on travaille la matière lexicale, on travaille la matière intellectuelle, on travaille la matière symbolique, on travaille toutes les matières possibles. Voilà, on retravaille, quelquefois on est bon, on réalise quelque chose de sympathique, quelquefois on réalise une œuvre qui est totalement impossible. Ça ne ressemble à rien, une chose qui n'aurait pas dû exister. Voilà, quelque chose de totalement mal formé, et voilà. Mais on la jette pas tout de suite aux déchets, on la garde à un moment, voilà, parce que ça représente une réalisation pas très aboutie, pas très esthétique, etc. Peut-être même pas très pratique, mais c'est ma réalisation à moi. C'est peut-être, voilà, c'est le seul moment de ma vie où j'ai entre les mains de la pâte à modeler et de l'argile et que j'ai pu la travailler. Alors, pour moi, cet ustensile, il représente quelque chose. Pour moi, il est important. Alors, nos mots, même s'ils sont faibles, ils ne sont pas miroitants, ils ne sont pas extraordinaires, ils ne sont pas merveilleux, mais ce sont nos mots. Et voilà, on les garde tous. On ne va pas faire le tri, on ne va pas faire une sorte d'eugénisme lexical, on ne va pas dire, non, on garde tout. Voilà donc une année qui arrive, voilà, et ça coûte rien on pourrait dire, souhaiter chacun selon son honnêteté, son degré d'honnêteté, de sincérité, sans finalement ce qu'il est prêt à donner. C'est celui qui est prêt à donner beaucoup, qui lui soit accordé beaucoup. Mais celui qui veut prendre et ne rien donner, ou alors donner moins que ce qu'il a pris, celui-là, il faut le frustrer, il ne faut rien lui donner. Il faut le laisser comme ça, attendre l'année d'après, 2021, 2022, et ainsi de suite. À ceux qui méritent quelque chose, à ceux qu'il faut encourager, parce qu'ils semblent être prometteurs dans le chemin de, j'allais dire, la délivrance, dans le chemin de la réalisation, de la bonne réalisation, la réalisation de leur être au bénéfice de la communauté, pas à leur bénéfice à eux. La communauté est celle qui prime sur tout. Et donc, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, la collectivité est importante, la communauté des humains est évidemment la chose essentielle, préserver l'humain. Après, préserver le vivant aussi, mais le vivant est quelque chose qui est trop complexe pour qu'on puisse réellement en parler en toute connaissance, en toute certitude. Le vivant est tellement multiple, est tellement multiforme, est tellement c'est juste une sorte de quelque chose pour avoir bonne conscience. J'ai bonne conscience parce que j'essaie d'être le moins criminel possible, le moins impactant possible, le moins désinvolte possible. Ah, ce terme de désinvolte, il faudrait siècle ou siècle de la désinvolture, ou voilà, la révolution industrielle et la désinvolture, un peu de l'être humain face à la nature, face au monde. Parce qu'en fait, on met l'être humain, on l'oppose au reste du monde. Et c'est une opération un peu qui demande à être
repenser. Voilà donc la bonne année pour ceux qui attendent quelque chose qui leur est dû. Voilà. Qui doivent être récompensés, qui doivent être mis à l'honneur d'une certaine façon. Il y a des coups qu'on se porte à nous-mêmes et ces coups nous font beaucoup souffrir. Je pense à quelqu'un qui est allé évidemment offrir sa déchéance, la montrer aux caméras de la télévision. C'est une personne qui plongeait la main dans les bacs de déchets pour essayer de récupérer quelque chose. Il y avait là plein de questions, il y avait là quelque chose qui n'allait pas. C'était ça. Voilà donc finalement les choses qui nous dégradent d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas de faire cela, c'est ce que cela peut avoir comme répercussion sur l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Quand on est dans l'isolement, ça accentue notre isolement et notre marginalisation. Quand on est dans une sorte de désespérance, ça ne fait qu'ajouter à la désespérance. Et on espère qu'il y ait moins de désespérance. On essaie de faire en sorte que les gens soient plus dans une sorte de relation apaisée, une relation à eux-mêmes. Voilà, donc consommer quelque chose qui passait par l'étape déchet, la récupérer, et devant tout le monde, il n'y a pas le choix. Et même quand on met la main parmi les déchets, on n'est pas sûr de pouvoir trouver quelque chose de ramassable. Il est possible qu'on tombe sur rien. Moi, je prévois un menu dans ma tête, mais finalement je reviens avec rien, pas grand-chose. C'est cela. Donc finalement les gens, on est peu de choses et dans ce monde où peut-être qui est caractérisé par des choses intéressantes, par des choses qu'on peut finalement lui reconnaître, mais aussi par d'autres choses il est possible. Voilà, on assure à certaines sociétés, on assure un certain degré de sécurité alimentaire et satisfaction des besoins. Il reste des gens qui se retrouvent malgré tout à l'extérieur de ce système de protection. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière cette déchéance? Est-ce qu'il n'y a pas un problème beaucoup plus profond? Comment on fait qu'on se retrouve totalement seul face à nos problèmes et abandonné de tous? Et on sait que évidemment le poste qui finalement la nourriture, c'est pas le poste qui coûte le plus cher. Et donc si on n'est même pas capable d'acheter ses propres aliments, acheter les aliments de première nécessité, et certains sont accessibles à des prix très bas. Évidemment, il ne faut pas trop regarder la qualité, mais on peut finalement acheter ce qu'il faut et assurer une boîte de lentilles, ça vous permet de manger
pendant d'avoir 4 ou 5 repas, même plus. Alors, ça coûte rien, une boîte de lentilles. Et merci au Canada, qui est généreux, la terre canadienne qui est généreuse avec nous, de par ces choses qu'elle partage avec nous, lentilles et lentilles, moutarde et autres. Voilà, donc on espère toujours ne pas être accaparé par nos petits soucis personnels, de pouvoir garder la possibilité de penser aux autres plus d'autres possibles, et de garder cette capacité de nous identifier et de nous mettre à la place des autres, et d'imaginer ce qu'on pourrait leur apporter pour soulager de leur peine. Et on n'y arrive pas, on n'arrive pas à nous rendre utiles parce que, etc. On aimerait, comme cela, finalement, être accompagné dans cet exercice de la pleine, de la pleine citoyenneté humaine. On voudrait être un humain utile et on n'y arrive pas. Alors, là, dans l'absolu, voilà, ou dans une sorte de vœu comme ça, voilà, j'espère que nous pourrions être utiles, le plus utiles les uns pour les autres, et voilà, chacun selon ce qu'il peut faire, ou selon ses capacités, la contribution qu'il peut faire, ou dont il peut faire preuve. Voilà, je voudrais comme contribuer au bien-être, autant que possible, le bien-être des autres. Voilà la chose qui m'apparaît assez difficile, et ça reste purement théorique. Et voilà, donc j'ai essayé de dire quelque chose, je ne sais pas ce que ça a donné. Voilà, une manière de m'éloigner du précédent propos. Et donc c'était quelque chose à rapport avec cette pensée magique et cette idée. Voilà, et là encore, c'est juste comme si on joue un personnage. Voilà, les mots qu'on utilise, ce n'est pas exactement, ça ne nous reflète pas de toute façon exacte. Je joue parce que les mots m'obligent finalement à endosser une personnalité, à aller vers quelque chose que je ne souhaitais pas, à laquelle je ne m'étais pas préparé. Il y a des choses, je ne me reconnais pas dedans. Et pourtant, c'est les mots qui m'y ont amené. C'est la faute aux mots. Donc, c'est comme si j'étais dans une sorte de représentation. Bon, c'est évidemment au sens deuxième degré, pas au sens premier. Il faut, même quand on joue, il faut qu'il y ait de soi dans le jeu. Il faut qu'il y ait de l'authenticité, il faut savoir jouer juste. Il ne faut pas que ça se voit, que c'est du faux semblant, que c'est du jeu, justement. Il faut montrer qu'on devient le personnage qu'on joue, qu'on est pendant le temps, la durée du jeu. Après, voilà. Donc pendant la durée du propos, je deviens quelqu'un que je ne suis peut-être pas dans la réalité, ou pas tout à fait. En tout cas, je dis des choses
pour finir, j'introduis une certaine dose je déstructure un peu le propos par ces phrases terminales. C'est une manière de dire ça devient trop gentil, ça devient trop surupeux, ça devient c'est de la guimauve. Voilà comment la réaction dernière. Waouh, qu'est-ce que ça a l'air assez. Ça passe pas, c'est trop lourd. Mais dans quoi tu t'es fourré? Mais où tu vas avec tes propos? Hey, stop! Allez! Voici donc la fin de ce propos. Voilà, à la prochaine.